Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'À travers la Flandre, l'avant-dernier rendez-vous. Avant Paris-Roubaix, le dernier rendez-vous avant le Tour des Flandres. On va revenir un petit peu sur le parcours, la météo, les favoris du côté des garçons et des filles. Et on parlera également du programme télé. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris et votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous les voyez, ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Et puis si vous rajoutez la petite cloche, eh bien vous verrez que ce soir, à 21h, débrief de la saison de biathlon, le débrief du classement général masculin et féminin du côté du biathlon. C'est déjà enregistré, c'est peut-être même déjà uploadé au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, le dernier rendez-vous avant le Tour des Flandres. Et oui, à travers la Flandre, c'est alors la répétition générale, on pourrait dire, c'est la dernière répétition générale, c'est à travers la Flandre. Mais alors c'est le Grand Prix au 3 avant le Tour des Flandres. Mais alors là, c'est pas la dernière répétition. Vous voyez, c'est la répétition. On se fait pas chier, on prend pas les costumes. Alors on essaye de voir quand même ce qui peut se passer, ce qui peut se produire. Allez, on va peut-être pas jouer à 100% de ses capacités, on va peut-être faire attention de ne pas tomber, mais on veut quand même se tester, on veut quand même savoir où en sont ses jambes avant le Tour des Flandres. C'est une course qui a pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure du temps. Il y a encore 10-15 ans, c'était pas une course majeure du calendrier. Notamment à l'époque où elle s'appelait à travers la Belgique, parce qu'il y a eu une période où elle s'appelait à travers la Belgique avant de s'appeler à travers la Flandre. Pendant très longtemps, c'était pas une course majeure en fait du calendrier. On avait le Grand Prix au 3, on avait Gand, et puis plus Gand a perdu de l'importance, plus à travers la Flandre a gagné de l'importance, et notamment quand ils ont remodifié le calendrier. Il y a quelques années, notamment quand le Deux Pannes Tour est devenu une classique, et à travers la Flandre a gagné énormément de popularité à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant c'est une course qui a une très belle liste de départ chez les garçons, moins chez les filles, parce qu'on n'est pas encore sur une épreuve World Tour. Chez les filles, c'est ce qu'on pourra appeler une Pro Series. C'est pas encore une World Tour, mais du côté des garçons, oui, on a une très très belle liste de départ. Par contre, c'est toujours une épreuve un petit peu dangereuse. On est à quelques jours du Tour des Flandres qui aura lieu dimanche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber. Mais vraiment pas tomber, parce que même des égratignures ça peut être un souci, forcément poignet, clavicule, vous êtes out, donc faut éviter de tomber, et puis faut éviter de se prendre des chocs aussi. Faut faire attention. Et puis on se souvient tous l'an dernier de la chute dans la descente du Canariberg, qui nous avait enlevé beaucoup d'adversaires sur le Tour des Flandres. Donc on espère qu'on n'aura pas la même chose. Bon, de toute manière, on n'aura pas la même chose du côté du Canariberg, parce qu'il a été retiré du parcours suite à la chute de l'an dernier. Il faut savoir que la descente du Canariberg, elle a une particularité. Bon, déjà, c'est une descente qui est très rapide. C'est une descente à 100 km/h, parce qu'il n'y a quasiment pas de virage. La route est large, mais en fait, vous avez la route principale et une sorte de deuxième voie, enfin je sais pas comment on peut, c'est une sorte de piste cyclable, c'est pas totalement une piste cyclable, et entre les deux côtés de la route, vous avez une sorte de petite fissure, et c'est là où vous pouvez tomber, parce que si vous mettez votre roue sur la fissure, à 100 km/h, vous êtes catapulté par terre. Et comme le peloton était encore compact à ce moment-là, c'est ce qui avait provoqué la chute. Donc on espère qu'on n'aura pas la même chose du côté d'à travers la Flandre 2025. Allez, on regarde tout de suite le parcours proposé par les organisateurs
Donc on part de Roeselare pour aller à Waregem. On n'est encore pas très loin de la frontière française, parce qu'on n'est pas très loin de Tourcoing, par exemple. On est, je dirais, allez, cinquantaine de kilomètres de Tourcoing. 184 kilomètres avec un premier début de course. On tournera. On ira par exemple du côté de l'hippodrome de Waregem, et puis avant d'aller chercher les pavés et les monts, et il y en a quand même pas mal sur ce parcours. C'est vrai que c'est un parcours qui est très dense, qui est très nerveux, parce que on arrive assez vite dans les difficultés. Il n'y a pas vraiment de secteur pavé ou de mise en route, et ensuite ça n'arrête pas sur les 120-130 derniers kilomètres. Bon, on va enchaîner les difficultés jusqu'au bout. Donc c'est ça aussi qui fait la particularité à travers la Flandre, c'est la course où je pense qu'on a les enchaînements les plus courts entre chaque mont. C'est-à-dire on a très peu d'écart en kilomètres entre tous les monts. Et ça, il y a quand même des courses où vous avez parfois des écarts 10-15 km entre deux difficultés. Là, il n'y a pas ça. Parfois en 15 km, on va se retrouver à avoir 4-5 difficultés. Donc c'est ce qui fait le danger de ce parcours. Donc début de journée du côté de Waregem, on passera par Waregem en début de journée, et puis au bout de 69 km de course, premier secteur pavé, premier mont pavé, le Wolkegenberg qui sera la première difficulté. On enchaîne avec le Berg ten Houte qu'on a déjà pris à de nombreuses reprises depuis le début de saison, que l'on prendra à 2 reprises, ce Berg ten Houte qui est un mont pavé également. Ensuite, on aura un premier enchaînement du Knoteberg et de Othon. Là, on sera encore à 90 km de l'arrivée. Ça sera le premier passage dans ces deux difficultés, qui sont 2 monts qui ne sont pas pavés. Ce sont des monts goudronnés, mais qui sont extrêmement pentus. Un petit passage par le Malaborstrat, le secteur numéro 3, qui est un secteur en légère bosse, mais là qui n'est pas considéré comme un mont pavé, mais comme un secteur pavé classique. Et puis ensuite, donc de nouveau l'enchaînement Berg ten Houte, Knoteberg, Othon et Malaborestrat, pardon. Et puis ensuite, eh bien, on aura le Heikenberg. Toujours compliqué le Heikenberg, qu'on a déjà pris également en début, sur des courses précédentes, le Heikenberg, notamment du côté du Grand Prix E3. Ça sera au kilomètre 145, c'est-à-dire qu'on sera à moins de 40 km de l'arrivée. Et puis, c'est le dernier gros mont compliqué, je dirais, pavé, le Heikenberg, parce qu'ensuite on aura des secteurs pavés, mais qui ne sont pas forcément extrêmement compliqués. Le secteur de Durm, le secteur du Useponveg, pardon. Le Nokkereberg, donc l'ancienne arrivée de Nokkere course, qui sera utilisé comme mont, qui est un mont qui est très court, 400 mètres, voilà, mais c'est quand même un petit mont pavé. Et puis le Erlegemstrat, avant de choper la côte de Nokkere, qui est en fait la nouvelle arrivée de Nokkere course, si j'ai bien compris. On retournera de nouveau sur le Erlegemstrat avant d'arriver à Waregem pour finir cette épreuve du côté des garçons, donc 184 km, et vous voyez sur la deuxième partie de course c'est extrêmement dense au niveau des difficultés. On regarde rapidement la course des filles. Enfin rapidement, la course des filles c'est 128 km. La différence avec les garçons, c'est qu'on n'aura qu'un seul passage par le Berg ten Houte, le Knoteberg et Othon, donc qui sont moins prépondérants que du côté de la course masculine. Et je dirais que c'est le Heikenberg qui devient peut-être le lieu le plus important du côté de cette course féminine. Voilà, donc un seul passage par l'enchaînement Malaborstrat, Knoteberg, Othon, par rapport à la course des garçons. La carte et la météo du côté de cette carte, eh bien on part donc de Roeselare, du Roeselare pour aller à Waregem. Donc vous voyez, c'est très proche entre ces deux communes. Quand je vous disais Tourcoing n'est pas très loin.
par exemple. Et donc, on reste dans les Flandres du côté de cette journée, même si on n'est jamais très loin de la frontière avec la Wallonie. Vous voyez que ce sont des petites boucles autour de Waregem qui sera le lieu d'arrivée. Du côté des conditions climatiques, un grand soleil attendu. Du côté des coureurs, des conditions climatiques entre 15 et 18 degrés. Du côté de la course, par contre, il faudra faire attention au vent. Un vent d'est, un vent qui sera donc de côté pendant une grande partie de la journée, ce qui pourrait proposer des cassures, donc il faudra faire très attention. Un vent assez fort pour les coureurs, entre 35 et 60 km/h, donc il faudra faire vraiment très attention de ne pas tomber, mais voilà, faire attention au vent. On espère que contrairement au Tour de Catalogne, ça va pas faire annuler la course. Normalement non, le vent n'est pas suffisamment fort. Allez, on passe tout de suite au palmarès de cette épreuve. Du côté des garçons, eh bien le dernier vainqueur, le vainqueur en titre, c'est Matteo Jorgensen qui avait battu Jonas Abrahamsson et Stefan Kung. On reste sur deux dernières victoires réalisées par la Visma Lease a Bike, car en 2023 c'était Christophe Laporte qui était le deuxième vainqueur français de l'histoire de cette épreuve et qui avait battu Lascano Nelson Poles. Le premier vainqueur français étant Sylvain Chavanel, c'était en 2008 à l'époque. Il était chez Cofidis, et même son seul grand résultat, je dirais, sur des classiques flandriennes chez Cofidis. Van der Poel, vainqueur en 2022 et 2019, Van Baarle en 2021. Yves Lampaert a gagné à deux reprises, 2018-2017. Jan de Buschkere en 2016, ça avait été un petit peu une surprise face à Brian Cocard et Edward Tuns. Yele Wallace en 2015, Terpstra en 2014 et Oscar Gatto en 2013. Vous noterez que cette course n'a jamais été remportée par Fabian Cancellara. Une seule victoire pour Tom Boonen sur cette épreuve, quand je vous disais que c'était pas forcément une course importante il y a quelques années. Mousseau l'a gagné à deux reprises, Johan Mousseau dans sa carrière, et parmi les vainqueurs du côté de toute façon, on a au maximum la course a été gagnée à deux reprises. Alors la course a été lancée en 45 avec la victoire de Rick van Steenbergen. Et puis on a Raymond Ippani 151, on a Walter Godefroy dans les années 60 qui l'a remporté, Willy et Walter Planckaert qui l'ont gagné 2 années d'affilée, 76-77. Et Eddy Planckaert également l'a gagné en 85 du côté des Planckaert. Jan Raas, vainqueur également de cette course. Frank Host aussi du côté de cette épreuve. Et Badenkoek et Robbie McEwen qui avaient remporté la course en 2002 et 2003 du côté des filles. C'est la 14e édition et pourtant ce n'est toujours pas une épreuve World Tour. Eh bien, les dernières concurrentes à l'avoir remporté, c'était Marianne Vos qui l'avait gagné devant Sharon Van Roy et Laetitia Paternoster. Demi Vollering l'avait gagné en 2023 devant Consoni et Marianne Vos. Consoni, elle avait gagné en 2022. Van Vleuten en 2021. L'épreuve n'avait pas eu lieu en 2020, que ça soit du côté des garçons et des filles à cause de la Covid. Van Dijk avait gagné en 2019-2018, Lothar Entala en 2017, Amy Peters avait fait un triplé 2014, 2015, 2016, Kirsten Wild en 2013 et Monique Van der Rey en 2012. Jamais une Française n'a réussi à monter sur le podium de cette épreuve. Du côté de la stratégie pour cette course, c'est une course qui est toujours très nerveuse. Il y a beaucoup d'attaques, c'est très animé comme épreuve. Parce que déjà dans les grosses structures, on n'a pas forcément, même si on vient avec un leader, eh bien souvent on vient pas avec l'équipe qui fera forcément le Tour des Flandres. Il y a 2-3 coureurs qui sont là pour remplacer d'autres coureurs. On n'a pas toujours tous les leaders non plus que l'on aura du côté du Tour des Flandres, donc c'est souvent assez nerveux. Prendre l'échappée peut vous permettre d'aller au bout, parce que 184 km, c'est pas forcément extrêmement long. Et puis on attaque les pavés très vite, au bout d'1h20, et en gros ensuite ça débranche jamais.
dès le premier secteur pavé. L'enchaînement le plus compliqué pour moi, c'est le Knoteberg et Auton, même si c'est pas pavé. Parce que c'est là où on aura les gros pourcentages et surtout ça s'enchaîne en 3-4 km. Donc en gros, voilà, il y a très peu de temps de répit entre ces deux montées. Et c'est l'enchaînement qui va décanter la course. Ensuite, on peut peut-être tenter un contre si les leaders ne sont plus extrêmement bien accompagnés sur la fin. Donc ça peut se tenter. C'est peut-être une course où une grosse cote peut encore s'imposer du côté des classiques flandriennes. On regarde tout de suite la liste de départ. La liste de départ que je vais remettre à jour à l'instant. Hop là, parce qu'il est 14h30. Donc elle est à jour de 14h30. Nous sommes mardi. Donc la veille du départ. Hop là. Et on commence du côté de la Visma Leasebike avec Matteo Jorgensen et Van Aert qui seront au départ. Donc là, on a mis plutôt une grosse équipe. À part Perstrand Hagenes, peut-être qu'il ne sera pas au départ, mais on a mis plutôt la grosse formation du côté de la Visma. Intermarché vient avec Binyam Girmay, Hugo Page, Lorenz Rex, et Taco van der Horn également. Du côté de la Lidl Trek, on vient avec Mats Pedersen, Jonathan Milan et Stuyven. Donc là aussi, on vient avec une équipe très solide du côté de la Lidl Trek. La Lotto, sans Arnaud Delis, mais avec Alex Segart, De Schreitener, Ariane Livins et Beck Moes, les deux derniers qui ont fait un bon gant. Groupama vient avec Stephen Kung et Johan Jacobs avec Valentin Madouas également. La UAE vient avec Tim Willems, Molano ou encore Narvaez. Alpecin vient avec Jasper Philipson et Tibor Del Grosso. Il y aura également Callan Groves. Du côté de la IDS Astana, on vient avec Bettiol, on vient avec Ballerini. Qui a été bon également du côté de Gand. La Uno X vient avec Alexander Christophe et Soren Barreskjöld. L'AEF vient avec Nelson Poles, Marine Vandenberg ou encore Max Walker. Du côté de la Red Bull Boran, vient avec Van Poppel et Jordi Meus, avec Laurent Pitty. La Ineos vient avec Sheffield, avec Tarling ou encore avec Connor Swift. L'Arkea vient avec Mozzato, Arnaud Desmar et Capiot. Du côté de la Cofidis, on vient avec Oldani, Cocard qui était à la route Tourangelle et Maisonneuve. La Soudal Quickstep vient avec Tim Merlier, Paul Magnier. Du côté de la Movistar, on vient avec Orluis Aolar, on vient avec Northgard ou Chimolai. En passant la Movistar, qu'on avait plutôt vu intéressante sur les 2 dernières saisons sur la classique flandrienne, qui là a été complètement invisible depuis le début de saison de ces campagnes flandriennes. La Q36.5 vient avec Fabio Creston, Nizzolo ou encore Lipins. Pidcock a annoncé qu'il ferait le Giro parce que Q36 est invité avec des modifications sur les invitations. Decathlon vient avec Sam Bennett, Gotera ou encore Pedersen, le champion du Danemark sur route de la course en ligne. Du côté de la Jayco Alula, on vient avec Walscheid et avec Callan O'Brien. Israël vient avec Blackmore, encore une fois. Baptiste Nouvelle et Riley Sheehan, assez discret également Riley Sheehan depuis le début de saison. La Bahrain Victorious avec Mohoric, Fred White ou encore Vlad Van Mechelen. La Picnic Postenel vient avec Degen Kolb ou encore Julius Vandenberg du côté de la Wegner Bazin. On vient avec Quentin Béza et on vient avec Kenneth Van Roy et Loïc Fliegen. Du côté de la Flanders baloise, Tom Krab ou encore Victor Vercouilly, peut-être encore dans l'échappée, quoi qu'il y a Jentel Van de Velde qui pourrait également prendre l'échappée, puis du côté de la Tudor, Plumers, Pietre Kelemen ou encore Mayhofer et Zillard également au départ. Du côté des filles, je rappelle donc que ce n'est pas une épreuve World Tour. La Visma sera au départ avec Marianne Vos ou encore Martina Fidanza. Du côté de la SD Works, on vient avec Lotte Kopecky ou encore Marta Lar et Micha Bredovol. Du côté de la UAE, on vient avec Longo Borghini et Sofia Bertizzolo. La Lidl Trek vient avec Elisa Balsamo ou encore Hélène Van Dyke. Du côté de la Liv Alula, on vient avec Paternoster, Roseman Gagnon. Du côté de la FDJ Suez, Elie Chabet qui a été intéressante du côté de Gand et Victoria Guazzani. Phoenix de Koning vient avec Pug Peters et Julie De Wilde. Du côté des Gensurance, on est avec Justine Gicker et Gladys Verhulst. La Canyon vient avec Chiara Consoni, Nevia Doma et Zoé Backstedt. Nevia Doma qui est de retour. Du côté de la Movistar, Marlène Reusser, Liane Lippert au départ. La Picnic Postenel vient avec Rachele Barbieri au départ et José Nelson.
Josie Nelson, pardon, Human Power Half avec Kyle Makers ou encore Ruth Edwards et Schwenberger. Du côté de la Uno X, on vient avec Confalonieri et Simone Boilard. Du côté d'Arkea, on vient avec Mariolène Van Tigelov qui a été intéressante depuis le début de saison. De nouveau, Ticia Rio. La Cofidis vient avec Didier Eriksson, Berthaud ou encore Fortin. La Lotto Ladies avec Tottenberg. Du côté de la Saint-Michel Provence Home Aubert 93. De nouveau, Alison Awan ou encore Lucie Fitzus. La Volker Wessel avec Valérie Demey de retour et Bodine Vollering, la sœur de Demi Vollering, pour ceux qui ne le sauraient pas. La Wingspace pardon, avec Marie-Morgane Le Dunf ou encore Aurela Nerlo qu'on avait vu sur le Het Nieuwsblad. B-Pink avec Casagranda ou encore Jan Kusova, je ne sais pas comment on doit le dire, la DD Group avec Manon de Boer ou Chloé Desmet du côté de la Team Cop, Siegfried Iterus Oxvet ou encore India Granger, et du côté de la DAS, Hutchinson, Elisabeth Hermol pour cette équipe britannique certainement, et puis la S Cycling Team avec Holly Ramsey et encore Alice McWilliam au départ de cette épreuve. Donc vous voyez pas mal d'équipes de deuxième division et de troisième division. Et surtout, il n'y a pas la FDJ Suez au départ, car ce n'est pas une épreuve. Si, il y a la FDJ Suez, pardon, je dis une bêtise, parce qu'elle vient avec Alice Chabet. Mais il y a quelques équipes qui ne font pas le déplacement. La Roland, par exemple, n'est pas présente sur cette épreuve. EF n'est pas au départ aussi du côté de cette course. Qui n'est pas une épreuve World Tour. On regarde mes favoris. Du côté des garçons, j'ai mis Mats Pedersen. Parce que oui, vu la démonstration qu'il a fait à Gand, il y a de nouveaux pas. Van Der Poel, il y a de nouveaux pas. Pogacar, je pense pas que Van Aert ça suffise. Jorgensen, on a vu les limites aussi. Donc on va suivre Pedersen, on va suivre Stephen Kung. Oui, faut pas le négliger, Stephen Kung, qui certes n'a pas pu suivre Van Der Poel du côté du Grand Prix E3, mais qui avait quand même l'air d'être intéressant, donc faudra se méfier. Et puis Narvaez, et oui, parce que chez UAE, il n'y a certes pas Pogacar, mais Narvaez, il est de retour, il faudra s'en méfier. Et puis je tente à Magnus Sheffield, m'a fait une belle impression sur le dernier Paris-Nice, Magnus Sheffield. On a vu avec Pedersen que faire un bon Paris-Nice, ça vous permet ensuite, pourquoi pas, d'être performant sur les Flandriennes. Donc on faudra voir du côté du coureur américain. Parmi les coureurs à suivre, j'ai mis Jorgensen, Del Grosso, ouais, parce qu'il a fait un bon tour de Catalogne, Del Grosso, donc je me dis qu'il est quand même pas mal en forme. Et puis avec une équipe qui, sera peut-être pas à son service, puisqu'il y a Philipsen et Caden Gross, mais ça peut être une belle carte. Et puis Lorenz Pitti, parce que je vais le suivre, parce que j'aimerais qu'il soit plus performant. Et puis Livins, également du côté de la Lotto, qui a fait un bon gant. Donc j'aimerais le voir également sur cette épreuve, sans avoir notamment de Arnaud Delis à protéger en tant que leader. Du côté de mes favoris chez les femmes, eh bien Kopecky, bien entendu, qui me semble dessus, avec Marianne Vos. Je pense que ça va être le duel entre les deux. Je pense que voilà, on aura du mal à éviter ce duel-là. Et puis il y aura Balsamo également du côté de la Lidl. À suivre, Zoé Bachsted, parce que j'avais trouvé quand même très intéressante du côté de Nokele. Puck Peters, qui est toujours performante sur ces courses-là, même si c'est peut-être encore un peu plat pour elle. Et puis Longo Borghini, mais moins impressionnante que l'an dernier. Longo Borghini qui avait fait une campagne de classique qui est assez exceptionnelle. La championne d'Italie. Du côté du programme télé, Eurosport 1, HBO, l'équipe et la télévision flamande, la VRT, à 14h15. Sur l'appli Sportza, à partir de 12h40 pour nos amis flamands de ce côté-là. Par contre, pas de diffusion en Wallonie hors Eurosport. Il n'y a pas de diffusion sur RTL TVI ou sur la RTBF. Et puis du côté de la course femme, ça sera à 16h sur Max, à 14h40 sur Sportza. Par contre, là aussi, pas de diffusion du côté de la Wallonie. Et j'ai pas trouvé l'heure de diffusion du côté d'Eurosport. Je pense qu'ils vont enchaîner les deux courses, mais c'est pas indiqué sur le programme télé du côté d'Eurosport. Donc Max, c'est sûr à 16h qu'il y aura la course féminine. Du côté de la chaîne L'équipe, j'ai pas non plus réussi à trouver l'information s'ils vont le faire à la suite, je pense.
Mais méfiez-vous quand même du côté voilà, de la course féminine. Bon, eh ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!